Les amis, on est de retour pour parler de ce que vous aimez le plus, c'est-à-dire, c'est pas les matchs de l'OM, c'est pas les victoires de l'Olympique de Marseille. Ne commencez pas à inventer, les gars. Je sais très bien ce que vous aimez le plus, c'est le mercato. Et on va parler mercato, et on va parler mercato italien avec bien évidemment mon ami de toujours, El Gringo, et bien évidemment notre ami Marco, non pas Di Vaio, mais Marco. Je cherche le nom du défenseur central. Parce qu'on te surnomme comme Chiellini, ça. Tu m'as dit Chiellini. Marco Chiellini. Putain, je cherchais le nom. Marco, comment il va, mon poulet? Tout va bien. Toujours un honneur d'être avec vous, les amis. Eh ben, plaisir, Naïm, toujours là. Grand sourire. J'ai l'impression qu'on a gagné la Ligue des Champions avec toi, Naïm, en ce moment-là. Tu voles, tu flottes un peu, non? Comment ne pas avoir le sourire en ce moment? On gagne match sur match. On commence à très bien jouer. Dugarry à la rage. Franchement, tout se passe bien. Attends. Ah, ok. Bon, Marco, je ne l'ai jamais entendu, mais rien que pour ça, je l'avais trouvé le match catastrophique. J'ai trouvé le match de l'OM catastrophique. Voilà. Ils sont catastrophiques, c'est le gardien les Marseillais. C'est Rouli qui est énorme. Mais oui. Celle-là, c'est l'OM, victoire de l'OM contre Monaco et contre Lille. Voilà. Après Riolo, on a Dugarry maintenant. C'est catastrophe. Tout ça pour le buzz. Ils sont prêts à tout pour le buzz. Marco, on va parler. Bon, depuis l'arrivée de Longoria, l'Olympique de Marseille a un mercato quand même souvent tourné vers le championnat italien. Parce que je pense que la rigueur italienne, c'est ce qui plaît le plus à Pablo Longoria. Maintenant qu'on a Mehdi Benassia qui gère totalement le mercato de l'OM maintenant, c'est-à-dire que c'est lui qui a contacté Luis Felipe, c'est lui qui a contacté Adrien Rabiot. Aujourd'hui, c'est Mehdi Benassia qui vient d'être nommé directeur du football à l'Olympique de Marseille. Donc ça y est, le grand Mehdi Benassia. On espère qu'il va pouvoir durer le plus longtemps possible à l'Olympique de Marseille avec la direction et surtout avec le coach Roberto De Zerbi. Il y a, entre guillemets, 3 postes ciblés par le coach. Défenseur central, latéral droit, on va dire latéral droit piston droit et piston gauche ou latéral gauche au souhait. Il y a des pistes dont on parle dans les médias. Alors, on a la chance d'avoir avec nous. Il y a 2 joueurs, moi, avant de parler de Zielinski, il y a 2 joueurs, on va devoir en discuter. En numéro 1, moi, je veux parler de Paul Pogba avec toi. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'on va entendre jusqu'au 31 janvier. Il y a des chances. Il y a de fortes chances, sachant que ça va se jouer probablement en fin de mercato, parce qu'un Paul Pogba sur le marché, un Paul Pogba disponible, même s'il sera dispo qu'en mars, pour 2026-2027 pour l'OM, ou 2025-2026, non plutôt. Ce type de joueur-là, Marco, toi qui l'as connu à la Juve tôt, qui l'as connu à la Juve les dernières années, tu peux me faire un petit résumé de la carrière de Pogba sur ces dernières années à la Juve notamment? Alors, n'importe quel supporter de la Juve va te dire qu'il est complètement tombé amoureux fou de Paul Pogba quand il est arrivé à la Juventus. On n'a rien compris de ce qu'avait fait Manchester à l'époque. Même les joueurs de la Juve, quand ils en parlaient à l'époque, je me rappelle, ils étaient fous. Ils disaient, mais je me rappelle encore d'une interview de Buffon qui disait quand on l'a vu arriver à l'entraînement la première fois, on s'est dit, mais il a craqué Ferguson. Qu'est-ce qu'il a et comment ils ont fait pour lâcher un joueur pareil alors qu'il venait d'arriver et qu'il était tout jeune. Oui, il était très très jeune. Ouais. Des saisons extraordinaires à la Juve, vraiment, à tous les niveaux. Il a tout explosé quand il est arrivé. D'ailleurs, première année finale de Ligue des Champions. Et il a enchaîné les saisons avec des buts extraordinaires, un jeu extraordinaire. Je pense que lui, de son côté, il est lui aussi tombé fou amoureux de la Juve, des supporters de la Juve, du cadre, de l'ambiance dans laquelle il s'est retrouvé, parce qu'un jeune joueur qui arrive, qui explose à la Juve dans un cadre très, vous savez comment c'est, hein, un cadre très, très surveillé, très stable. Voilà, c'est un club qui aime bien les choses qui sont bien faites. La Juve, c'est un club qui n'aime pas faire trop de coups d'éclat, qui est plutôt discret. Et, les joueurs restent longtemps à la Juve. Quand tu signes à la Juve, tu ne pars pas au bout d'un an. C'est un joueur qui a été super bien cadré pendant ses premières années de la Juve et qui a fait des saisons extraordinaires. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein, vous l'avez vu, il est reparti à Manchester. Malheureusement, ça a été une sale période après pour Pogba qui a enchaîné un peu aussi blessure sur blessure après à un moment donné. Hein, il a beaucoup moins joué, même si le niveau du joueur restait, hein, parce que quand il était sur le terrain, il jouait quand même bien, mais il a enchaîné les blessures. Tous les supporters de la Juve rêvaient
de ce qu'on a appelé le Pogback en Italie. Parce que tout le monde rêvait qu'un jour Paul Pogba revienne à la Juve. Forcé de constater que malheureusement, on a été tous dégoûtés de ce qui s'est passé quand il est revenu. Il y a eu 2 épisodes qui ont complètement découragé les supporters. C'est tout d'abord la mauvaise décision qu'il a prise quand il y a eu son problème avec son ménisque, où il a décidé, pour favoriser l'équipe de France, de ne pas se faire opérer tout de suite, chose qu'on lui a énormément reproché à la Juventus, parce qu'il a testé un traitement soi-disant qui devait soigner, mais qui n'a rien fait du tout. Ça n'a fait que retarder les choses. Il a été quand même obligé de se faire opérer. Il a perdu un temps fou pour s'en remettre. Et je vous l'ai souvent dit, mais vous le savez, la Juve, c'est un club qui pardonne pas grand-chose aux joueurs qui se loupent dans ce genre de situation. Quand les joueurs commencent à montrer qu'ils n'ont pas l'attachement complet pour le maillot, ou qu'ils favorisent plutôt leurs propres intérêts ou les intérêts de leur équipe nationale ou autre chose, souvent, il y a un désamour qui se crée. Et là, ça a vite commencé comme ça, avec cette histoire. On a essayé de le faire revenir quand même, et malheureusement, il y a eu cette histoire de dopage qui a fait que ça a de nouveau fait retomber Pogba dans une situation terrible. Donc malheureusement, nous, le Pogba, on a vu 2 matchs, quoi. Et quand il était sur le terrain, du coup, sur les tout derniers matchs avant la suspension, c'était moyen, il y avait rien de Quand fou. il était sur le terrain, c'était toujours le même joueur, mais il n'a pas beaucoup joué. Il a joué des morceaux de match. Il a joué des morceaux de match. Il a joué 6 matchs. Voilà. Et encore, ce n'était pas des matchs complets. Non, 19 minutes par match. Tu vois, voilà. Donc, c'était le Pogba qu'on avait envie de retrouver, avec des gestes techniques, des accélérations, des petits ponts, une belle frappe. Mais ça restait épisodique. On ne peut pas dire que c'était un joueur qui était revenu vraiment à son niveau. Tu sais que moi, à chaque fois que je voyais Pogba, je me disais qu'il n'avait pas du tout le profil pour jouer au poste où tous les coachs l'ont fait jouer. Je me disais toujours, quand je le voyais, je me disais, mais pourquoi il ne joue pas numéro 9, Pogba? C'est-à-dire que grand, technique, grosse frappe de balle, puissant, capable de dribbler dans des petits périmètres. Je me disais, mais en fait, il n'a rien de numéro 6 dans son style, dans son profil. Et c'est fou que ce joueur-là s'est retrouvé toute sa carrière quasiment, et à son meilleur niveau, il était au poste de numéro 6, parfois dans un double pivot, mais il n'a pas du tout le profil d'un milieu récupérateur. En fait, moi, vraiment, je vous le dis avec beaucoup de cœur, mais je rêverais de revoir le vrai Pogba. C'est franchement les émotions que Pogba il a données aux supporters de la Juve pendant ces saisons-là. C'était de toute façon, on le savait. C'était à ce poste-là, il y avait quasiment pas mieux à l'époque. C'était un joueur extraordinaire, mais vraiment. Et en équipe de France, il l'a montré. Mais voilà, à aujourd'hui, ce qu'il faut toucher du doigt, et je le dis avec vraiment la mort dans l'âme, mais ça fait presque 3 ans que Pogba, c'est plus un joueur, quoi. Donc, s'il faut, en fait, on rêverait tous que ce soit le vrai Pogba. Si vraiment il arrivait à revenir à son niveau, ça serait extraordinaire. Mais vous le savez comme moi, on est tous des joueurs de ballon. Et passer une aussi longue période sans jouer au haut niveau, ça serait un miracle. Si vraiment on retrouvait le vrai Pogba, pour moi, à mon avis, ça serait un vrai miracle. Alors, est-ce qu'il est capable de ce miracle? Ça serait génial. Je lui souhaite de tout mon cœur. Mais le haut niveau, ça ne pardonne pas. Quand on passe autant de temps loin du haut niveau, et avec autant de problèmes aussi physiques et entre nous soit dit, même psychologiques, c'est dur de revenir. Il va falloir qu'il rame terriblement. Ça va pas être. Qu'il en a envie à 31 ans, c'est peut-être pas dit aussi. C'est un sacré sujet quand même, parce que dans la tête des supporters, Naïm, tout le monde a le Paul Pogba de l'équipe de France, en fait. On voit les supporters marseillais, ils ont envoyé déjà Rangier à la retraite, parce que Paul Pogba de l'équipe de France Prime, on a ce joueur-là dans la tête qui, comme tu dis, c'est top 3 monde à ce poste-là.
Il y en a rarement des joueurs avec autant de qualité. Comment tu peux leur en vouloir? Nous, les premiers, on était comme ça. Le truc, c'est Marco, c'est que nous, on a vécu trop de joueurs qui sont revenus à l'OM avec un statut je vais dire, de pseudo-star. On a eu Georges Weah, on a eu Morientes qui est revenu à l'OM, avec des joueurs où finalement, on a une histoire avec une vision de ces joueurs-là qui ont été des joueurs incroyables. Mais le baromètre de l'OM, mon pote, c'est maintenant. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'incroyable et que Longoria veut ramener à l'OM. Tu as dit, si un joueur ne rentre pas dans le cadre de l'institution, à la Juve, ça ne pardonne pas. Mais en fait, Longoria l'a répété plusieurs fois, mais il ne veut pas parler que de la Juve. Mais il veut dire, en gros, si vous n'avez pas ce mindset-là pour le club et pour ces joueurs-là, il n'y a personne qui doit être au-dessus du club. Si le mec il pense plus à l'équipe nationale, c'est le cas de notre ami latéral droit là, qui est à Nice maintenant, je prononce même plus son nom, Jonathan Klaus, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Tu ne crois pas au club, tu n'es pas dans le projet, mon pote, tu peux être. Dani Alves, tu dégages. C'est ça. Tu vois et ça. Et je pense, tu as raison, que Longoria il veut vraiment amener cette mentalité-là. Le club est au-dessus de tout. Benassia, pareil. Et pas que lui, voilà, c'est ça. Et Ravanelli et Benassia et De Zerbi, ils ont exactement les quatre, ils ont la même vision des choses et qu'ils ont importé d'Italie. Ravanelli particulièrement, et il leur ramène de la Juve. Non, mais qui de mieux que la Juve pour ça? Il faut être honnête avec nous-mêmes. Nous, les supporters, des fois, on a plus de mal avec ça. Parce que nous, on s'attache énormément aux joueurs. Je parlais de Dybala tout à l'heure. Moi, c'est... Aujourd'hui, quand je vois Dybala à la Roma, encore je souffre parce que j'aurais aimé qu'il reste. Mais voilà, le club, ça reste une institution et je pense qu'à l'OM, c'est génial d'arriver à avoir aussi cette mentalité-là. Parce que après, au fil des années, on se rend compte que c'est le club, il est toujours là. Les joueurs, ils viennent. Et le PSG a montré la limite de donner le pouvoir aux joueurs. Hein. C'est exactement ça. Et je vais même plus loin, Marco. Il y a quelque chose que fait la Juve. Que ne fait pas d'autres clubs. Et moi, j'ai toujours été choqué par ça, c'est que la Juve était capable de recruter des joueurs d'un certain âge, d'accord, et de les faire performer. Ce qui m'amène à parler de Danilo, parce que c'est une des pistes qui revient régulièrement sur ce mercato-là. Moi, j'ai vu que la Juve faire ça. Prendre des Pirlo, même le Colombien aussi, le latéral droit là, Cordado, il le prend à 32, 33 ans, 34 ans. Même Patrice Evra à l'époque quand il revient à la Juve. Ah oui. Et en fait, je me disais, mais comment ils font pour recruter des joueurs à 32, 33 balais et qui sont ultra performants? Daniel Alves aussi. Daniel Alves, c'était aussi à la Juve. Et c'est vrai que j'ai envie que tu nous parles un peu de Danilo parce que finalement, peu le connaissent. Et je pense qu'on a besoin que tu nous donnes vraiment ta vision de toi, de Tifos et de la Juve et qui suit la Juve de très près. Alors Danilo, il a fait vraiment 2 super saisons là. Les 2 dernières saisons, il a vraiment super bien joué à la Juve. D'ailleurs, pas pour rien, il est devenu capitaine de la Juve. Et quand même, on sait, surtout... alors là, avec Thiago Motta, c'est un peu particulier. C'est un entraîneur qui aime bien varier un peu plus les capitaines. Mais jusqu'à la saison dernière, avec Allegri, c'est un entraîneur qui a l'habitude de choisir un capitaine ou 2 maximum. Et quand il choisit un joueur pour être capitaine, c'est parce que le joueur il a vraiment du poids. Il a du poids dans le vestiaire, il a du poids en tant que leader, autant technique que charismatique. Donc, Danilo, c'est un joueur vraiment qui s'est profondément ancré, et ce qui est surprenant, en très peu de temps, dans la mentalité vraiment de la Juve. Il est arrivé du jour au lendemain, on ne l'attendait pas, nous, en fait. Moi, je n'aurais jamais imaginé qu'un joueur comme Danilo allait arriver au moment où il est arrivé. Mais il s'est très, très, très vite intégré dans la mentalité de la Juve. Et il en est devenu très rapidement un leader dans le vestiaire et même sur le plan technique. Il a joué défenseur central, défenseur latéral, à droite, à gauche. Allegri le faisait jouer n'importe où. Il a fait jouer même jouer en 6 quelquefois quand il y avait besoin, pour dire à quel point, en fait, quand il y avait la possibilité de le mettre sur le terrain, des fois, même en 6, il le mettait pour pouvoir l'avoir dans le cœur du jeu. Donc,
c'est un joueur que moi j'ai trouvé excellent. Mais par contre, depuis le début de cette saison, alors vous dire exactement ce qui s'est passé, je pense que c'est plus quelque chose de psychologique. C'est pour ça que si à un moment donné, il devait partir ailleurs, je pense que Danilo serait vraiment une super recrue. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est cassé. Dans le vestiaire, quelque chose qui s'est vraiment cassé pour que dans la tête de Danilo, il y a quelque chose qui tourne plus rond. Parce que je l'ai vu faire des matchs depuis le début de saison qui ne collent pas du tout au Danilo qu'on connaît, avec des erreurs vraiment, j'allais dire presque de débutant pour un joueur expérimenté comme lui, avec des lectures défensives qui ont… Voilà, en plus, les supporters de la Juve, des fois, ils ne sont pas tendres. Mais c'est vrai que là, depuis le début de saison, il a vraiment fait des bourdes sur le plan défensif qui ont été presque choquantes en fait. Donc on se dit, ça ne peut pas être lui, c'est pas possible. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé parce que physiquement, il n'est pas blessé, il n'y a rien de particulier. Donc il y a trop une différence de niveau par rapport à ce qu'il est réellement. Donc, c'est pas le style de jeu aussi du coach de Motta peut-être qu'il… Ça peut être un peu le style de jeu, mais sincèrement, je pense qu'il était capable de s'adapter à ce style de jeu parce que Danilo, il peut jouer à tous les postes et on joue dans une défense à 4 actuellement. Danilo, il a très souvent joué dans une défense à 4 sur le côté, dans l'axe, peu importe. À droite, plutôt à droite, plutôt défenseur central droit ou latéral droit. Défenseur plutôt à droite, exactement. Mais là, actuellement, je veux dire, quand on voit aujourd'hui l'effectif de la Juve, tu te dis, c'est pas possible qu'il ne joue pas. Parce qu'il y a Bremer qui s'est blessé, il y a Cabal qui s'est blessé, il reste Gatti en défense centrale. Donc, je veux dire, à un moment donné, si Danilo ne joue pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un joueur expérimenté comme lui qui se fait piquer la place par des jeunes comme Savona. Il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. C'est le moment de partir pour lui. Voilà, exactement. Il y a Naples et l'OM et pas mal de clubs aussi qui le suivent en Italie parce qu'il a une grosse cote quand même en Italie malgré son âge. Ouais. C'est pas un problème d'âge en Italie. Il y a une petite piste pour Milan qui s'est ouverte là tout récemment en Italie. Mais bon, c'est plus Naples là actuellement qui est vraiment sur Naples qui tourne bien avec Conte qui est leader de Serie A au moment où on parle Conte le magicien. Et je vais vous dire, moi j'ai terriblement peur que Danilo il aille à Naples parce que je sais ce que Conte il est capable d'en faire. Ouais, ça. Voilà. Cet entraîneur Conte, c'est un magicien. Voilà. Donc je suis sincèrement, pour être tout à fait honnête, je pense pas que la piste Danilo pour l'OM elle va s'ouvrir tant que ça. Même nous, je pense que la signature probablement de Luis Felipe enterre probablement cette piste-là. Mais je voulais qu'on en parle, Marco. On n'est jamais à l'abri de rien maintenant avec l'OM. Avec Mehdi Benassia, on n'est jamais à l'abri de rien. Et surtout… Mais pour dire que je pense que De Zerbi est capable, comme Conte, d'en faire quelque chose de bien de Danilo. Exactement. Et il y a une dernière piste sur laquelle on voulait discuter parce que Naïm en a parlé. Dans la présentation de Luis Felipe. Aujourd'hui, à l'OM, c'est pas un problème, attention, on va pas dire que Quentin Merlin est un problème, c'est loin de là, mais dans le système de De Zerbi, il manque ce piston gauche explosif, capable d'être bon dans l'élimination 1 contre 1, même si c'est un joueur très intelligent, Quentin Merlin, qui est très très bon, dans la passe, qui est très bon dans le timing de la passe, dans l'anticipation, mais qui est très faible défensivement, qui a une carence de vitesse. On voulait parler avec Naïm de ce jeune joueur que tu connais probablement, Nicolas Zielinski. Très bien. Alors, c'est un jeune joueur, il n'a que 22 ans, international polonais. Est-ce que tu peux nous décrire brièvement qui est ce Nicolas Zielinski et qu'est-ce qu'il a déjà fait en Serie A? Alors, lui, dès le début de sa carrière, en Italie, on l'a considéré une vraie pépite. C'est vraiment un très très bon produit du centre de formation de la Roma. C'est Mourinho qui l'a fait rentrer dans l'effectif à la Roma bien comme il faut, qu'il a lancé en Serie A. Et très rapidement, c'est un joueur qui est vite devenu titulaire à la Roma quand c'était Mourinho qui entraînait la Roma.
Il a fait vraiment une belle saison avec Mourinho. Mourinho lui a fait très très rapidement confiance. Moi, j'étais très impressionné par le côté très courageux de ce joueur qui a donné l'impression d'être, quand on le regardait jouer, malgré son très jeune âge, il a 22 maintenant, donc vous imaginez l'âge qu'il avait quand il a commencé, il y a déjà 2-3 ans en arrière. Il a vraiment très très rapidement montré des qualités techniques et aussi de courage. Vraiment, on aurait dit presque un joueur ça faisait déjà 10 ans qu'il jouait en Serie A dès les premiers matchs qu'on l'a vu jouer. Donc, c'était très impressionnant, même à tel point qu'il y a eu une vraie bagarre entre l'Italie et la Pologne pour pouvoir le prendre en équipe nationale, parce que c'est un joueur aussi qui a la nationalité italienne. Donc, l'Italie a essayé de piquer Zalewski à la Pologne. Bon, il a préféré jouer pour la Pologne. Parce qu'il a commencé quand même très jeune. Ouais, il a fait une saison... il a commencé en 2000, la saison, je suis en train de regarder, 2021-2022, donc il est de 2002, donc à 19 ans. C'est ça. On voit bien, j'allais te poser la question sur le positionnement, mais déjà 2021, il avait déjà 16 matchs. Et je regardais la saison 2022-2023, donc il a 20 ans, 2022-2023. Il fait 33 matchs. Ouais. Et on le voit, par contre, c'était Mourinho 2022-2023. C'est ça. Il le fait jouer des deux côtés, à gauche et à droite. C'est ça, il a fait jouer des deux côtés. Alors, c'est un joueur très dynamique, un excellent dribbleur, un joueur qui a aussi une excellente qualité de centre, terrible, un très très bon centreur, Zalewski. Mets-le à la bouche là. Non mais vraiment, alors lui c'est vraiment une vraie petite pépite. Malheureusement, ce que je disais à Naïm ces jours-ci, c'est que il s'est perdu un petit peu avec les changements d'entraîneur. Mais je pense sincèrement que quand on a vu ce qui s'est passé à la Roma ces derniers mois, un jeune joueur comme lui, c'était dur. Je pense que quand on analyse bien ce qui s'est passé, l'explosion qu'il a eue avec un entraîneur, quand même, c'est un vrai mentor, Mourinho, il faut être honnête. C'est pas juste un entraîneur, Mourinho. Vous savez comme moi, la réputation qu'il a. C'est devenu presque comme un papa pour lui. Il a fait exploser en Serie A, il l'a fait jouer de suite énormément. Un jeune joueur dans la tête avec ce mental-là, quand il se retrouve après avec un changement d'entraîneur du jour au lendemain, un entraîneur qui le met un peu plus sur le banc, ça commence à moins bien tourner à la Roma. De Rossi, il se fait virer et on passe à Juric. Juric, il reste quelques mois et il se fait virer, on passe à Ranieri. Enfin, à un moment donné, pour un jeune joueur comme ça, il a commencé à passer au travers des mailles du filet, il a commencé à être un peu oublié, l'entraîneur a préféré un autre, un tel. Il s'est un peu perdu ces derniers mois, mais c'est un super profil. Franchement, là, il n'y a pas de doute. Alors lui, vraiment, s'il y a bien un profil que je pense être un profil, et je l'ai dit à Naïm, un profil à la Longoria, ou à la Ravanelli, ou à la Benassia, c'est lui. Parce que ça, c'est le genre de joueur qui est pas trop connu et ça serait c'est un peu tu dirais quoi, Di Marco un peu dans le profil Ouais, voilà, c'est un peu ce style de joueur, très dynamique, un très bon dribbleur, un très bon centreur. Donc voilà, en plus c'est un joueur qui à l'occasion a même été utilisé à l'époque par Mourinho dans un rôle un peu plus offensif encore. Ça lui est arrivé même de jouer en tant que meneur de jeu, voire même en attaquant de soutien dans des cas très rares où il y en a eu besoin à certains moments de match. Donc voilà, c'est super petite pépite ce joueur. Donc c'est joueur pas connu, on n'en entend pas trop parler, mais je sais pertinemment que c'est le genre de joueur qui pourrait être un profil génial pour l'OM. Clairement, en tout cas, des trois pistes qu'on aura évoquées aujourd'hui, c'est celui qui est le plus intéressant en termes de besoins actuels de l'OM, des Pogba, tout Pogba qu'il est, des milieux on en a, et des très bons. Danilo, comme tu l'as bien dit, Bilal, je pense que l'arrivée de Luis Felipe lui ferme la porte. Par contre, Zalewski, c'est ce qui manquerait vraiment pour compléter cet effectif, un profil différent de Merlin, un droitier qui joue à gauche. Ça, c'est très intéressant aussi, Bilal, parce que dans notre style de jeu, on se rend compte que Merlin est rarement en position de déborder, il touche le ballon déjà très haut sur le terrain, et donc c'est plus Rabiot qui va venir lui porter une solution pour dédoubler.
Donc avoir un droitier qui peut rentrer dans le cœur du jeu, c'est intéressant aussi. C'est une piste qui donne envie, Bilal. Ouais, celui-là, je vous le souhaite vraiment, les amis. Hein. Franchement, ouais. Après, c'est la première fois dans les mercatos où finalement on recrute plus par goût de luxe, j'ai envie de dire, ou par opportunité de marché, parce que quand tu es deuxième et que c'est pas d'être deuxième qui compte, parce que tu peux être deuxième en jouant pas très très bien et en ayant de la réussite. C'était le cas de Nice la saison dernière, où on savait que la chute allait être brutale. Mais là, tu es deuxième avec des certitudes et avec un style de jeu bien identifié et bien affirmé par le coach. Donc, pour moi, un joueur que tu recrutes maintenant, sauf blessure grave d'un joueur, il doit être une opportunité de marché explosive, tu vois. Je ne peux pas le rater. En gros, je le prends parce qu'il faut le prendre maintenant. Il y a une fenêtre de tir. Ben lui, 22 ans, il y a une notion de fin de contrat en plus là au mois de juin. Donc, tu vois, l'OM n'a pas trop de liquidité. L'OM doit faire partir des joueurs pour pouvoir recruter. Mais est-ce qu'on a réellement besoin de joueurs, Naïm, à l'instant T, vu tout l'effectif olympien, je parle vraiment dans son ensemble. À l'instant T, tu pars avec la même équipe pour finir la saison, il n'y a aucun problème. Non, parce qu'en plus, on est sur une pente ascendante. C'est ça le plus important. C'est la dynamique. La dynamique est très positive, donc il n'y a pas besoin de changer. Je dirais juste que le seul intérêt, enfin, le vrai intérêt, outre d'avoir un profil différent de Merlin, de prendre ce genre de joueur, bah, c'est qu'il ait 6 mois pour s'adapter. Et en fait, et d'avoir une vision à long terme et de se dire que l'an prochain, parce que je continue à penser que si tout va bien, on va faire vraiment une belle saison cette année, qu'on va retrouver la Ligue des Champions l'an prochain, et ben que tu auras quasiment pas besoin de changer ton effectif et que des joueurs comme lui et comme Luis Felipe auront eu 6 mois pour s'adapter sans pression. Donc voilà, c'est plus dans cet état d'esprit-là. De toute façon, comme tu l'as dit, très bien dit Bilal, les joueurs continueront, ce sera des opportunités de marché. C'était le cas de Luis Felipe. Et Pogba, si on parle de Pogba, c'est uniquement par rapport à ça. C'est sa situation qui fait que ça serait une opportunité exceptionnelle parce qu'il ne répond pas à un besoin actuel. Mais bon, c'est des pistes, les 3 pistes sont intéressantes et je trouve que on fait bien de se tourner vers le marché italien. Jusqu'à présent, ça nous a plutôt pas trop mal réussi. Écoutez, messieurs, encore 1000 merci à Naïm et à Marco, bien évidemment. Marco, je suis quasi sûr qu'on se reverra avant le 31 janvier. Avec grand plaisir. Et probablement, il y aura de fortes chances que ça vienne d'Italie. On ne serait pas surpris, en tout cas, qu'il y ait une recrue avant le 31 janvier qui vienne d'Italie, notamment peut-être Zalinski ou autre. Mais en tout cas, merci à toi. Merci à mon compagnon. Merci pour votre passion et merci pour votre confiance aussi par rapport à la série. C'est total régal, mon pote. Et hâte d'être en Ligue des Champions l'année prochaine et pouvoir faire un Juventus contre. Enfin, si la Juve est qualifiée en Ligue des Champions, parce que c'est pas encore dit. Hein, c'est un peu. Maintenant, ça fait peur. Mais bon, la Juve, c'est les spécialistes de la remontada. Donc, je sais que les 15 dernières journées, ils vont accélérer. Votre patience et votre confiance en votre entraîneur me donne confiance à moi aussi. Ouais, il faut être patient. Surtout des coachs qui ont une vraie idée de jeu, qui doivent transformer ce qu'il y a eu par le passé. Je pense qu'il faut de la patience. Et en tout cas, nous, à l'OM, on est en train de le montrer que la patience paye. Merci à vous deux, les gars. Merci à tous qui nous suivent, comme d'habitude. Merci pour vos messages. Vous nous régalez, les amis. Il y a l'avant-match face à Rennes cette semaine. C'est incroyable, Naïm. On est reparti comme c'était. Avant-match face à Rennes. Et après, il y aura l'après-match de Rennes et il y aura Lille qui arrive derrière. Et ensuite, Strasbourg. On a 8 jours pour, comme l'a dit Naïm. Naïm, il a dit ces 8 jours seront peut-être les plus importants pour lancer la deuxième partie de saison. Tout à fait. On se retrouve probablement vendredi, les gars, pour l'avant-match face à Rennes. Bonne soirée, bonsoir à tout le monde et on se dit à très vite, les amis.